Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Ça y est, nous y sommes pour une nouvelle aventure à la rencontre de ces belles histoires que nous racontent les Afro-descendants et les Africains talentueux de passage à Paris. Ils viennent nous raconter leurs histoires, leurs passions, leur savoir-faire et leurs actualités autour d'événements notamment, mais aussi de leurs passions, leur savoir-faire et leurs histoires toujours aussi belles et impactantes que nous vous racontons dans cette émission Les Matins d'Aïssa, que j'ai le plaisir de vous présenter du lundi au vendredi en direct sur le bouquet africain. Vous nous écoutez via l'opérateur Free, Bouygues et bien entendu Orange. Vous êtes de plus en plus nombreux et bien entendu sur la chaîne YouTube du groupe Adafo et sur les différents réseaux. Nous allons parler entrepreneuriat tout à l'heure avec Hakim Hadjibi, il est le fondateur de l'association ID pour intégration, diversification économique et entrepreneuriat. C'est un peu une fabrique des champions qui a pour ambition de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat et aussi réinventer le développement. Il organise la deuxième édition de l'Africa Business Impact Forum qui a lieu le 31 mai prochain à partir de 10h, un événement en 2 temps avec à partir de 19h la soirée de gala qui va abriter également le concours mondial de pitch battle. Ça s'appelle Get in the Ring, un concept innovant, donc un concours mondial d'entreprises innovantes. Ce sont des compétitions actives dans plus de 200 villes du monde. Les candidats s'affrontent sur un ring de boxe. Il nous parlera du concept tout à l'heure. Nous accueillerons également une des figures de la gastronomie africaine. Elle est ivoirienne et viendra nous parler d'un événement qu'elle organise les 7, 8 et 9 juin du côté de Noisy-le-Sec. Il s'agit des JO de la bouffe africaine. Nous accueillerons cette grande figure emblématique, chef, cuisinière, traiteur et à la tête de 3 restaurants appelés le son des marmites du côté du 94. Nous accueillerons Maman Dior qui va nous donner envie de la rejoindre pour cette aventure gastronomique qui va durer 3 jours en Île-de-France. Nous parlerons également de la Nuit des Étoiles Congo-Afrique. C'est un événement caritatif et une remise de prix, un événement qui aura lieu samedi 31 mai du côté de la salle Meurize à Trappes. C'est Teddy Leduc qui est promoteur culturel et à la tête de Prodman événementiel qui viendra nous en parler. Nous allons commencer par parler à cinéma et nous allons accueillir l'une des pépites de l'avenir du cinéma africain. En tout cas, c'est comme ça qu'on le présente. Nous accueillerons Salif Koné de Passage à Paris dans le cadre de la promotion de son long métrage qui sortira en France le 12 juin prochain et sort le 6 juin dans 12 pays d'Afrique. Il a notamment été récompensé à la dernière édition 29e du FESPACO qui s'est tenue du 22 février au 1er mars dernier du côté de Ouagadougou. On parlera de tout ça avec lui dans quelques minutes. Bienvenue, c'est Les Matins d'Aïssa sur Espace TV Europe. Merci de nous rejoindre. Les Matins d'Aïssa sur Espace. Bienvenue dans les Matins d'Aïssa. Je suis très heureuse de vous accueillir. Donc, je rappelle, le micro n'était pas ouvert. Vous êtes acteur, réalisateur, producteur et scénariste. Vous venez de la Côte d'Ivoire. Vous incarnez l'avenir du cinéma africain. Ça met pas un peu la pression, tout ça, Salif, à votre jeune âge? Non, ça va. Je vis ma passion, donc ça va. Alors, cette passion que vous incarnez depuis des années déjà à travers notamment de nombreux courts-métrages à succès qui ont compté plus de 30 millions de vues sur YouTube notamment. YouTube, Facebook, cumulé. Alors, c'est une nouvelle aventure, une page qui se tourne, un long métrage que vous êtes venu promouvoir, un long métrage qui sort le 6 juin dans 12 pays d'Afrique et le 11 juin en France, intitulé Les Fleurs du Mal, inspiré intitulé Au-delà des illusions. Au-delà des illusions, ouais. Pardon. Alors, vous nous racontez un petit peu ce qui vous a poussé à tourner ce long métrage, de passer du court au long. Quel a été le déclic? Ok, déjà merci de me recevoir. Bienvenue. Et alors, quel a été le déclic? Alors, moi, en fait, il faut savoir que depuis tout petit, j'ai fait du théâtre, dont j'ai toujours été intéressé à raconter des histoires. Donc, très tôt, je me suis mis à écrire. Et
je pouvais pas faire de longs métrages comme ça, donc moi j'ai commencé à faire des courts métrages. Ouais. À l'époque, j'ai commencé avec des vidéos drôles, le Vine à l'époque. On a commencé à faire des petites vidéos comme ça sur Internet, mais l'objectif c'était d'arriver au cinéma sur les grands écrans. Donc, je me suis formé en faisant des courts métrages. Et ce long métrage là, je l'ai écrit pendant très longtemps. J'avais le scénario et quand j'ai senti que c'était le bon moment, j'y suis allé sans réfléchir. Donc le cours, c'était un peu le laboratoire, histoire de se faire un peu la main. C'est ça. Alors il y en a un, Les Fleurs du Mal, qui a eu un certain retentissement, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. Les Fleurs du Mal, un peu, c'est inspiré d'un livre de Baudelaire, c'est ça? C'est ça. Un recueil de poèmes. C'est ça. Ouais. Alors, j'en ai gardé une grande partie et je comprends un peu que ce sont les âmes que vous sondez à travers vos productions. C'est le cas de ce court-métrage où vous parlez un peu de la réalité de cette jeunesse un peu livrée à elle-même sur les réseaux sociaux et qui découvre un peu les conséquences de la non-préparation, ou en tout cas, on peut dire cette innocence lorsque l'on est sur les réseaux sociaux et l'impact que ça peut avoir lorsque l'on ne fait pas attention. C'est ça. Avec ce court-métrage-là, c'est totalement ça. L'objectif premier, c'était de vraiment sensibiliser surtout la jeune génération à faire attention aux réseaux sociaux. Alors, le long métrage donc, qui arrive en France dans les salles, on aura l'occasion de donner toutes les informations aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Ça arrive le 11 juin. Ça sort le 6 juin dans 12 pays d'Afrique. C'est plutôt pas mal pour un démarrage. Ouais, vraiment pas mal du tout. J'en suis très fier. Alors, vous abordez à travers ce film des thématiques, on le disait tout à l'heure, qui illustrent un petit peu les méandres de l'âme humaine, ses différentes facettes. Qu'est-ce qui vous intéresse, en fait, de fouiller l'humain et de parler un petit peu de ce qui se passe à travers les émotions, les illusions? Vous parlez de trahison, tous ces sujets qui font partie de nos vies et de notre quotidien. Yeah, bien sûr, on est toujours dans la même lancée. Mon objectif, c'est vraiment de remettre l'humain en question. Ouais. Donc, j'essaye de toujours aller en profondeur pour pouvoir ressortir la vraie nature et faire prendre conscience. C'est l'un de mes objectifs, ouais. Alors, le pitch, en gros, c'est l'histoire de deux amis d'enfance qui cherchent à échapper en fait à leurs conditions de vie un peu compliquées. Un peu précaires aussi. Ils trouvent un sac de drogue. Ouais. Et c'est parti. Alors on imagine toute l'intrigue qui peut en émaner. Yes. Alors ouais, c'est un peu ça. On a deux jeunes qui tentent d'échapper à leur situation, qui tentent d'évoluer au sein de la société. Donc, un jour, l'un d'entre eux tombera sur un sac de drogue, qui va tout de suite voir l'opportunité et se dire qu'on pourra se faire de l'argent. Donc, il va inciter, même forcer son meilleur ami à rentrer avec lui dans ce monde-là. Ouais. Son meilleur ami qui, en fait, a sa mère, qui n'est pas pour le fait qu'ils traînent ensemble, parce qu'elle trouve justement que celui qui a ramassé le sac de drogue a une mauvaise influence sur son fils. D'accord. Donc, ils vont rentrer dans ce monde-là et ça sera au-delà de leurs attentes. Ils vont rencontrer les difficultés, ils voudront ressortir, mais ça sera déjà trop tard parce que c'est un monde assez vicieux. Mais l'objectif de ce film-là, il y a une grosse prise de conscience. On est sur des thématiques de loyauté, d'éveil de conscience surtout envers la jeunesse. Ouais. Et donc, voilà. Alors justement, ces valeurs, le fait de rester fidèle à ces valeurs fondamentales, ce sont des valeurs qui vous ont été transmises. Dans quel cadre vous avez grandi et qu'est-ce qu'on vous a transmis comme valeur, Salif? Oui, bien sûr. Je pense que même ça, je le fais inconsciemment. Hein, parce que, comme j'ai dit, moi, très tôt, j'ai fait du théâtre. Ouais. Et il y a aussi mon environnement, les valeurs que mes parents m'ont inculquées, ça a toujours été la loyauté, déjà. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment poussé cette thématique-là à travers ce long métrage. Alors les valeurs de loyauté, d'authenticité, de recherche du bonheur intérieur, tout ça pour envoyer un message à cette jeunesse qui est un peu des fois, en tout cas sur le continent africain, des fois livrée à elle-même. C'est ça. Vas-y. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je viens de Côte d'Ivoire. Et il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, le
le fléau de la drogue, déjà, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, mais dans mon environnement dans lequel j'évolue, il est beaucoup présent. Ouais. Donc j'ai eu vraiment envie de partir sur cette thématique-là pour toucher un bon nombre de jeunes. Alors, le film a été promu, en tout cas récompensé au dernier FESPACO. Alors, qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on est consacré à cet événement africain qui est quand même le festival historique et légendaire du continent où de nombreux réalisateurs africains ont été illustrés, récompensés avec une dotation quand même de 5 000 €, ce qui est pas mal pour pouvoir développer des projets et surtout avec une répercussion dans la presse, etc. Qu'est-ce que ça fait? Comment tu t'es senti et comment tu as vécu tout ça? Là, ce que je ressentais, c'était un sentiment de fierté. Alors, il faut savoir que moi-même, je suis aussi originaire du Burkina. J'ai ma mère qui est burkinabé. D'accord. Donc, j'y ai pas été très souvent, mais le fait de me retrouver là-bas et de gagner le prix de l'Union européenne, c'était un sentiment de fierté. Ça faisait très, très, très plaisir, puisque c'est mon premier long métrage. Honnêtement, quand je le faisais, je m'y attendais pas du tout. Je savais pas que j'allais me retrouver au FESPACO, en plus gagner le prix de l'Union européenne, toucher les 5 000 € qui m'ont permis de finaliser la post-production. Ouais. Donc d'ailleurs, je passe par ce canal pour dire merci au FESPACO qui m'a permis de finaliser ce long métrage. Donc ouais, c'était un grand sentiment de fierté qui m'animait. Et justement, ce sentiment de fierté qui doit se répercuter également sur la famille, les parents, les proches. Ouais. Donc là, je veux dire que je pense que là, maintenant, on commence à me prendre au sérieux. ouais. On se dit, vas-y, il y a quelque chose à faire. Ouais. Parce que quand j'ai commencé là, c'était pas très évident. La maman qui voulait que je fasse autre chose, en Côte d'Ivoire, il faut savoir que tu peux pas pleinement vivre du cinéma parce qu'il est en évolution. Ouais. Il est en train d'évoluer, c'est en train d'arriver. Voilà pourquoi moi j'ai plusieurs casquettes. Donc ça va, j'arrive à m'en sortir. Mais c'était pas très évident au niveau de la famille. Mais là, maintenant, ça commence à aller. On commence à te prendre au sérieux. En tout cas, tu as posé les actes pour pouvoir commencer à être respecté, on va dire, que ce soit dans le milieu, au-delà de ton jeune âge. C'est vrai. Ça t'embête pas qu'on te le rappelle tout le temps, qu'on te dit à ton âge? Non. Non, comme je dis, moi je suis dans ma passion, donc moi je vis ma passion, donc tout ce qu'il y a à côté, je calcule pas vraiment. Je suis focus sur mes objectifs. Alors justement, ce cinéma ivoirien qui a quand même connu ces dernières années pas mal d'avancées avec des réalisateurs comme Alex Ogou, notamment des personnalités comme Yolande Bougui qu'on recevait dernièrement, qui vient de ma famille, qui a pensé à la série Cacao, d'ailleurs que tu dois connaître, parce que c'est une série à succès. On voit quand même que cet écosystème du cinéma, de l'audiovisuel ivoirien, ces dernières années a commencé quand même à poser des actes ou en tout cas à produire des choses qui intéressent le monde. Ouais. Justement. Et avec quel regard tu as justement sur ça? Est-ce que c'est prometteur pour toi? Oui, totalement. Mais après pour moi, le petit problème, c'est que en Côte d'Ivoire, on fait principalement des séries. Ouais. Donc il y a moins de longs métrages, mais je pense que c'est en train d'arriver. Là, cette année, on a pas mal de longs métrages là qui sortent. Donc ouais, déjà je fais un gros big up à Alex Ogou, qui est quelqu'un de super avec qui j'ai travaillé et qui j'ai fait l'une de mes premières productions sur la série Obatanga. D'accord. Qui est une série aussi Canal Plus avec la production d'Alex Ogou. Ouais. Donc c'est un peu là-bas aussi que j'ai fait mes premiers pas en tant qu'acteur. D'accord. Donc oui, l'écosystème il est là. Maintenant, je pense qu'on devrait plus se pencher côté cinéma en faisant de plus en plus de longs métrages. Est-ce que c'est pas justement tout l'écosystème du cinéma qu'il faut revoir, parce que faire des films c'est bien, mais avoir des salles pour pouvoir les projeter c'est quand même indispensable. Et c'est vrai que sur le continent africain, on a vu ces dernières années qu'il y avait de moins en moins de salles de cinéma. Ouais, mais je pense que c'est pas ça le problème. Je pense que là, ce qu'on devrait faire d'abord, c'est déjà avec les productions qu'on a, réussir à remplir déjà les salles qu'on a. Ouais. Ensuite, on pourra dire qu'il nous faut plus de salles. Parce qu'en ce moment, le problème, comme je dis, c'est qu'on fait plus de séries. Et donc, c'est des séries télé. Donc, ça fait que les gens vont de moins en moins au cinéma parce qu'ils préfèrent regarder la télé. Parce que les contenus qu'on crée sont des contenus pour la télé. Ouais. Donc, ce qui fait que ça endort un peu les salles de cinéma qui sont remplies par les productions extérieures. Et donc voilà, moi j'arrive vraiment en tout cas pour essayer de rééduquer cette population-là en faisant des films pour inciter les gens à sortir et aller au cinéma.
Et après, je pense que c'est aussi l'ère de rester à la maison, regarder les plateformes de streaming. Est-ce que l'objectif, c'est pas aussi que ces films puissent être vus sur des plateformes comme Netflix, Amazon, etc. Ouais, mais vraiment, moi, mon objectif principal, c'est les salles de cinéma. C'est vraiment revenir au pur cinéma, quoi. C'est-à-dire sortir, aller dans des salles, regarder. Et Netflix, après. Vraiment après. Très bien. Mais on reste ouvert, hein, bien sûr. Alors, quel message tu as envie de passer aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui te découvrent ou qui te connaissent déjà à travers notamment tes cours diffusés depuis pas mal de temps déjà sur les plateformes. Alors, quand ça sort le 6 juin dans 12 pays africains, le 11 juin en France, donc au-delà des illusions de Salif Koné, tu joues également dans le film. Hein, Oui, je suis l'acteur principal. L'acteur principal du film. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as envie de passer comme message aux personnes qui nous regardent aujourd'hui sur Espace TV Europe? Alors là, déjà, c'est de dire que le 6 juin, au-delà des illusions, trace son chemin, commençant par l'Afrique. On le sort dans 12 pays. Il y a la Côte d'Ivoire, le Congo, le Bénin, jusqu'à Madagascar, le Sénégal, le Mali, le Burkina et tout ça. Et le 11 juin dans les salles de ciné. Donc, j'espère vraiment que les gens y viendront regarder le film, parce que c'est un pur projet de jeunesse. Ouais. C'est un film de jeunes qui a été fait par les jeunes, pour les jeunes. Ouais. Donc j'incite vraiment tout le monde à sortir et venir le regarder. Et aussi, j'aimerais dire aux jeunes de continuer à croire en eux jusqu'à ce que les autres croient en eux et pas le contraire. Voilà, donc Vraiment. Je pense que tu as tout dit. Ouais. C'est efficace. Totalement, yeah. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission Les Matins d'Aïssa. Ça a été un plaisir de vous accueillir. On vous souhaite longue vie à vos projets et puis bon vent au-delà des illusions qu'on ira voir nombreux. À bientôt. Merci. Les Matins d'Aïssa sur Espace. Nous accueillons à présent une figure incontournable de la gastronomie africaine en France. En diaspora, nous accueillons celle que l'on surnomme Maman Dior à l'état civil, Clarisse Niaouré. Elle vient nous parler de son actualité à travers un événement sur 3 jours qu'elle organise, les JO de la bouffe africaine, qui se tiennent les 7, 8 et 9 juin à Noisy-le-Sec, au 11 rue Maximilien Robespierre. Donc, merci de nous rejoindre, Maman Dior. Je suis très heureuse de vous accueillir puisque j'ai toujours rêvé de venir déguster votre soupe du pêcheur, l'un de vos plats phares. Merci de nous rejoindre. Rapprochez-vous un petit peu du micro, ça va? Oui, ça va. Alors, la soupe du pêcheur dont tout le monde parle, il paraît que tu goûtes une fois, ça y est, après, tu reviens pour remanger la soupe du pêcheur. D'où vous vient cette spécialité? Pourquoi proposer à la carte de vos restaurants? Vous en avez 3 au total, à Alfortville et à Ivry-sur-Seine depuis quelques années déjà. Parlez-nous un peu de ce plat incontournable que tout le monde vous demande. Bon, à la base, moi, Rapprochez-vous un peu. À la base, moi, je fais mon restaurant et je me dis, il y a plusieurs restaurants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir me démarquer un peu de différents restaurants, surtout que je suis en banlieue. Et je suis là et puis j'invente, je me dis, on a des produits de mer dans nos établissements et dans notre pays. Et même ces mêmes produits, on les trouve aussi en France ici. Donc, je me dis, pourquoi ne pas créer un plat familial? Parce que nous savons que en Côte d'Ivoire, en Afrique, on aime beaucoup la convivialité. Ouais, donc, je me dis, ce plat-là réunit en même temps plusieurs personnes pour le partager. Et ça a donné le goût que ça... Et c'est l'un de vos plats phares qu'on vous demande? Oui. C'est un de nos plats phares parce que, de un, c'est pas gras. C'est le fruit de mer et c'est frais. Et avec ma touche personnelle, donc ça fait que ça a eu un gros succès. Alors vous êtes à la tête de 3 restaurants, vous êtes chef cuisinière, vous êtes traiteur, donc les restaurants se trouvent d'abord, il y en a à Alfortville, 12 rue Étienne Doulet, l'autre au 101 rue Paul Vaillant-Couturier, toujours à Alfortville, un autre à Ivry, 5 rue Pierre Guignois, à Ivry-sur-Seine, 3 établissements, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Vous nous racontez un petit peu les débuts de Maman Dior lorsque vous décidez de vous lancer dans la restauration. Vous nous racontez un peu l'histoire? Oui.
Déjà, moi, je vais dire, c'est un don déjà, parce que ma mère fut une excellente cuisinière et je suis passionnée de cuisine. Donc, du coup, je viens en France et puis je me dis, eh ben, je veux plus tard avoir mes restaurants. Donc, du coup, pour faire tout ça, je me suis dit, il fallait que je me forme déjà, parce que c'est vrai que ça peut être inné. C'est vrai que je peux être passionnée, mais après, il faut se former encore pour pouvoir peut-être apprendre d'autres choses qu'on ne connaît pas, comme l'hygiène, comme le thème culinaire, comme les fiches techniques, ce genre de choses. Et un peu de gestion aussi. Gérer les équipes. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, vous vous formez où? Je me forme à Saint-Maur-Créteil, dans le 94. Et après, j'essaie d'avoir un financement. C'était un peu compliqué. Donc, j'ai créé le club des amis avec un groupe d'amis qui viennent manger de temps en temps chez moi. Je me finance chose peu à peu. J'ai fait violence sur moi aussi. J'économise beaucoup. Et voilà, ça m'a permis d'acheter mon premier restaurant. En quelle année? En 2016, qui est le 12 rue Étienne Dolé, Alfortville. D'accord, ça a été le démarrage, d'accord. Voilà, donc du coup, je fais ce restaurant. Déjà, au début, comment je fais, par exemple, mon business plan, je me dis, ben, il y a une petite école à côté, il y a la mairie à côté. Si je me fais 10 plats par jour, ça peut me faire tel... C'est comme ça que j'avais fait un peu mon business plan. Et à l'ouverture, ça a eu un succès pas possible, vu que là-bas, c'est que 30 places. Donc, je me dis, ben, pourquoi ne pas faire un deuxième restaurant encore? Donc, ce restaurant-là m'a permis d'acheter le deuxième restaurant qui est à Ivry-sur-Seine. Oui. Et là-bas, il y a 2 salles. Il y a celui qui prend 20 places et l'arrière-cour prend 50 personnes. Donc là-bas, comme ils sont habitués au premier restaurant qui est au 12 rue Étienne Dolé, souvent, ils ont du mal à aller de l'autre côté. Ça, c'est une autre clientèle aussi là-bas. Voilà, d'accord. Donc, ils veulent forcément rester au 12 rue, ceux qui sont déjà là. Donc, je me dis, ben, pourquoi ne pas avoir un restaurant juste à côté? Mais comme je ne peux pas agrandir le restaurant là, où je suis, au 12 rue, donc je fais l'extension de l'autre. Donc, du coup, je fais le 3e restaurant qui n'est pas loin, qui est à 10 minutes de marche du 12 rue Étienne Dolé, qui devient l'extension de l'autre. Donc là aussi, ça prend 20 places à l'entrée et 50 places derrière. Donc, pour les grands anniversaires, pour les grands groupes, c'est là-bas qu'on les amène. Et ils sont satisfaits aussi. Raison pour laquelle, voilà, c'est ça mes 3 restaurants. Alors, la période Covid a impacté de nombreux restaurateurs partout à travers le monde et particulièrement ici à Paris, en région parisienne. Est-ce que ça a été votre cas? Est-ce que la clientèle d'avant Covid est revenue et est restée fidèle? Est-ce qu'on vient au restaurant comme on venait avant le Covid aujourd'hui, même en dur? Oui, le Covid, c'était un moment quand même très, très difficile. Et j'ai tiré mon chapeau, par exemple, aux restaurateurs qui ont pu tenir. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas pu tenir. C'était très compliqué. Et moi, la chance ou la grâce que j'ai eue, c'est que j'avais une clientèle fidèle. Oui. Et j'avais toute communauté. Donc, ça fait qu'avec le nom que je me suis donné, avec ma soupe du pêcheur et d'autres plats que j'ai faits, et avec le sérieux que j'ai mis là-dedans, ça fait que tous les clients, parce que de toute façon, pendant le Covid, même, ils m'aidaient à venir. Ah, maman Dieu, mais viens ouvrir. J'ai dit, ben non, c'est pas comme ça. Donc, comme on faisait aussi les emporter, on ne s'asseyait pas sur place, mais on faisait les emporter, ça m'a permis de tenir. Et comme j'avais un peu d'économie à côté, ça m'a permis de tenir pour pouvoir rebondir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la même clientèle qui revient ou il y a un peu moins de clientèle? Je vais dire que chaque jour a sa clientèle. J'ai les mêmes qui sont là, qui viennent. Parce que moi, j'ai une clientèle qui quitte beaucoup Abidjan, qui quitte dans d'autres pays, qui ne sont pas forcément la clientèle locale. D'accord. C'est des gens qui quittent partout, de bouche à oreille. Je fais même pas trop de pub, mais c'est bon. Après, de bouche à oreille. Ouais, de bouche à oreille, déjà, ça marche bien. Donc, chaque jour à sa clientèle. Et les mêmes viennent, d'autres reviennent. Je découvre d'autres personnes et tous les jours.
par la grâce de Dieu. Alors, ça va être le championnat pendant 3 jours, les JO de la bouffe africaine. Alors, moi, je me suis tout de suite pensé aux Jeux Olympiques, mais en fait, ça signifie journée ouverte du son des marmites. Et en même temps, ça a une résonance avec les Jeux Olympiques, parce qu'on imagine venir s'asseoir, se poser et manger tous les plats, faire un concours gustatif. Alors, comment vous est venue l'idée des JO de la bouffe? C'est la 2e édition. La 2e édition. Bon, la première édition, déjà, je l'ai fait au moment des JO déjà. D'accord, ok. Donc, déjà, j'ai voulu que ça résonne déjà dans la tête des gens. Les JO, l'ouverture, même le jour de l'ouverture des JO olympiques, c'est là que j'ai fait la première édition. Donc, les gens pensaient aux JO déjà. Ça m'a fait déjà une petite pub par rapport à ça. Mais sinon, normalement, c'est journée ouverte. Donc, j'expliquais aux gens que c'était journée ouverte de la bouffe africaine. Alors, vous dites la bouffe, c'est un terme populaire, familier. Ça veut dire en fait que c'est le partage qui est promu lors de ces 3 jours. Oui, en fait, j'ai voulu, à cet événement-là, créer un moment de convivialité encore, comme j'aime bien le faire, un moment de partage, d'échange et de valoriser beaucoup nos cultures, nos produits, surtout ça, surtout nos jeux africains quand on était tout petit, par exemple les awalés, il y aura tout ça sur les tables, il y aura du ludo, des dames, il y aura des petits trucs traditionnels. On vient manger, mais pas seulement. Bon, pas seulement manger, il y a tout ça aussi, et puis ça sera un peu comme un brunch. Vous voyez un peu, l'animation culinaire va se faire dehors, sur les tentes, tout ça, avec tout ce qui va avec, et après on va manger dans la salle. Donc c'est ce que je veux vraiment mettre en valeur. Alors il me semble que vous revenez du Togo. Vous avez été chercher des petits secrets de l'ACPI notamment, c'est ça? Je suis tellement passionnée de cuisine que je me dis, l'année passée, en fait, quand j'ai fait les JO, j'ai associé la cuisine camerounaise. J'ai fait l'ondolé ce jour-là. Et cette année, j'ai associé d'autres plats africains comme le plat de Togo, et le plat du Ghana. D'accord. Donc, je suis partie apprendre pas mal de choses. J'aime ça, en fait. J'aime toucher les produits, j'aime découvrir, et puis j'aime qu'on m'apprenne aussi comment on fait. Donc, je suis partie, je suis venue avec beaucoup de produits, tout ça. Et voilà que je vais mettre aussi en valeur ce jour-là. Elle est revenue avec les secrets. Alors, l'objectif de l'événement, promouvoir la gastronomie africaine, faire découvrir et valoriser les plats traditionnels et modernes issus des différentes régions du continent, créer un espace de partage culturel, permettre des échanges entre les chefs, les artisans culinaires et le public, alors sensibiliser à l'importance de la cuisine africaine, encourager la créativité culinaire. Alors, ce sont également d'autres chefs que vous mettez à l'honneur ce jour-là, ces 3 jours-là. Non, je ne mets pas d'autres chefs à l'honneur. Je serai le seul chef qui sera là. Je pense pour les prochaines éditions. Les prochaines éditions, j'essaie de voir comment faire pour associer presque des chefs qui sont dans la diaspora, même en Côte d'Ivoire. Donc, pour les associer, pour voir un peu ce que ça peut donner aussi. D'accord. C'est un peu un laboratoire. Donc, vous avez commencé... première édition, 2e édition, et ça a amené à grandir en fait. C'est ça. D'où vient justement cette envie de créer, d'innover, de mettre en place des événements au-delà de votre casquette de chef cuisinière, de traiteur, de se dire l'événementiel également c'est important. Où est-ce qu'on trouve le temps en fait de tout faire comme ça, Maman Dior? Bon, déjà je pense que c'est aussi la passion qui fait ça. Je suis tellement passionnée que je vais toujours créer. Et comme ça va dans mon domaine, et déjà, je ne sais pas trop, mais je me réveille matin, je ne dors pas, je suis toujours en train de créer. Et je me dis, vous savez, il faut toujours innover. Il faut toujours chercher à exister. Parce qu'il y a tellement de concurrence aussi que on peut être toujours dans la monotonie, c'est les mêmes choses tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir vraiment exister? Quels sont les plans qu'il faut mettre? Donc, c'est ça, en fait. Et moi, toujours, quand je me réveille, quand je dors, dans mon esprit, je me réveille, j'écris un peu quand j'ai un projet dans la tête. J'écris tout autour de la gastronomie, de la nourriture. Donc, j'aime ça.
Alors en fait, quand vous vous posez et que vous regardez en arrière 10 ans avant, le jour justement que vous nous racontiez tout à l'heure, vous dites j'ai envie d'ouvrir mon premier restaurant. Quel est le bilan que vous faites en fait de tout ce beau parcours? Bon, le bilan que je peux faire, je vais dire que dans tout ce parcours, j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs aussi, hein. Ouais. Tout n'a pas été rose comme il faut. J'étais tellement passionnée de cuisine que j'étais restée beaucoup à l'arrière-plan. C'est-à-dire que je suis restée à confectionner beaucoup de plats. J'ai négligé un peu le côté gestion. Ouais. Donc, ce côté gestion-là, ça m'a rattrapée. Mais j'ai pu me relever quand même pour pouvoir rebondir encore. C'est surtout ça. Et je suis fière de moi-même. Et mes enfants, mes amis tout autour sont fiers. Et je veux montrer aux gens que seul le travail paye. C'est surtout ça. Et je reçois toujours des félicitations. Et ça me fait plaisir. Et on vient me demander des conseils. Oui. Et j'adore. Et ça ne me dérange pas de conseiller. Ça ne me dérange pas de montrer mes secrets. On me dit, ben, maman dit, oh, mais pourquoi tu es toujours en train d'aider les gens? Je dis, ben, tiens, mais chacun sa grâce. Je peux être là, assise là, cuisiner là, avoir mon restaurant. Là, une personne peut avoir son restaurant à côté. On peut ne pas avoir la même chance. Donc, ce n'est pas ce qui va bloquer la chance une autre. Donc, moi, ça ne me dérange pas de conseiller, d'encourager même nos frères, nos sœurs à entreprendre. Parce que nous sommes dans un pays étranger. Ouais. Donc, souvent, il faut donner de bonnes images. Souvent aussi, c'est important. Donc, moi, je suis fière de créer des emplois. Et ça, c'est une fierté pour moi. D'où l'importance de parler de ces échecs, hein, vous en parliez tout à l'heure. Pour vous, vous ne vous cachez pas. En général, les personnes qui ont ce genre d'échecs vont le cacher sous le tapis et essayer de montrer juste la face qui brille. En fait, c'est le cas sur les réseaux sociaux aujourd'hui où on montre que ce qui est positif et pas ce qui est négatif. Mais c'est important quand même de dire, dans l'entrepreneuriat, il y a aussi des échecs. Ben oui, il y a des échecs, mais il faut savoir se relever de ses erreurs. C'est quand on ne sait pas se relever de ses erreurs que l'échec vraiment peut être fatal. Sinon, normalement, quand on a des échecs comme ça, on apprend. On apprend. Il faut savoir régler. C'est-à-dire, j'ai eu une négligence là, j'ai fait telle chose là, ça va plus se répéter, je vais faire attention à ça, je ferai attention Se remettre en question. Et c'est comme ça. Pour pouvoir évoluer, il faut reconnaître ses erreurs, il faut réparer pour pouvoir rebondir. Vous nous racontez un petit peu votre trajectoire, votre parcours. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, Mme Dior? Oui, je suis née en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée dans les années 2000 ici. Comme je dis, c'était pas aussi facile. On est venu. C'était compliqué, mais ça va. Moi, j'étais déterminée. Je voulais vraiment être vraiment chef d'entreprise quand j'expliquais aux gens. Et puis, comme je dis... Racontez-nous un peu aussi votre enfance en Côte d'Ivoire. Vous avez grandi où? Vous avez fait quelle étude? Moi, déjà, j'ai grandi à Yopougon. C'est-à-dire, je suis née à Yopougon. Ouais. Et après, j'ai été élevée avec ma grande sœur. J'étais après au plateau. Du plateau, après, je me suis mariée. Après, je suis venue en France. Donc... Vous avez fait des études? Oui, je me suis arrêtée en première. D'accord, ok. Pour travailler? Oui, déjà, j'étais tellement... J'étais un peu intelligente quand même. Donc, du coup, ma grande sœur que j'appelle maman, elle s'appelle Marie-Claire. Et elle voulait tellement que je fasse des longues études. Ça fait que quand je me suis arrêtée, elle a eu vraiment mal. Donc, du coup, j'ai tout fait pour dire que moi, je veux la rendre fière. Donc, du coup, maintenant, elle est fière de moi. C'est elle qui fait mes courses. C'est mon bras. En Côte d'Ivoire, elle gère tout pour moi. Et je lui dis encore merci pour tout ce qu'elle fait. Comme quoi? C'est quoi? C'est la résilience, c'est la persévérance, c'est la vision. C'est quoi qui vous a permis de ne pas lâcher votre objectif et de réussir à arriver on va pas dire jusqu'au bout parce que la vie n'est pas finie, mais en tout cas à le concrétiser, cet objectif? On peut dire la motivation,
ma passion que je dis, je voulais vraiment tout faire pour y arriver. Alors j'aime bien le côté concept que vous avez, parce que ce sont des appellations toujours simples, au plus proche de la réalité, parce que le nom de vos restaurants, le son des marmites, on ferme les yeux, on imagine déjà le bruit des casseroles, et puis même si on est de l'autre côté de la maison, on se dit ah ça y est, maman est rentrée dans la cuisine, on va bientôt manger. C'est ça. C'est la simplicité en fait. Oui. Bon, le son des marmites, j'étais là comme ça, j'ai dit mais quel nom je vais donner à mon restaurant? Et puis je me dis, ben, tellement que le résultat qui sort de mes casseroles, de mes marmites, sont toujours bons. C'est ce que les gens ils disent, hein. Je ne vais pas me vanter moi-même. Les gens ils apprécient toujours. Donc je me dis, ben, il faut que j'appelle mes plats qui vont sortir, il faut que j'appelle mon restaurant, là, le son des marmites, c'est-à-dire le bruit qui sort des casseroles. C'est le goût qui sort en fait des casseroles. C'est super bon. Donc, voilà, c'est pour ça que je donnais ce nom. Mais souvent, je me pose des questions. Alors, les JO de la bouffe, deuxième édition de la bouffe africaine. Venez vous régaler, venez partager un moment en famille, entre amis. N'hésitez pas, sortez en couple les 7, 8 et 9 juin. Surtout que le 9 juin est férié, donc ça fait un long week-end pour ceux qui veulent venir se régaler, Maman Dior. Oui. En fait, j'ai choisi ce jour. L'année passée, on a fait ça sur 2 jours. Et cette année, on a fait ça sur 3 jours. Parce que je suis que le 8... Non, le 9 était le lundi des Pentecôtes. Ouais, donc, c'est ça. je me dis, pourquoi pas prolonger sur 3 jours, puisque c'est férié, et avec des créneaux horaires. C'est pour ça que, en fait, c'est ouvert à tout public. Enfants, grands-parents, et tout le monde, en fait, ça. Parce que, imaginez-vous, ça commence à midi. Il y a un créneau de midi à 18h, il y a de 18h à 21h. Donc, à chaque créneau, c'est une ambiance particulière. Okay. Jusqu'à la nuit. Ambiance de jour, ambiance de nuit. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on peut venir avec son lit de camp et sa tente, non. s'installer, puis on se dit je mange, je dors, je mange, je dors. Non, on peut partir, revenir. On peut choisir son créneau pour venir. C'est pour dire, ben non, mais comme j'ai un enfant, je ne peux pas venir, mais de midi à 18h, vous pouvez bien venir avec vos familles. Vous pouvez même organiser des anniversaires. L'année passée, par exemple, il y a des jeunes filles qui ont organisé leur anniversaire là-bas. Cette année, il y a des réservations de réunions d'associations là-bas, par exemple. C'est-à-dire autour d'un plat convivial. Et il y a aussi des réservations d'anniversaire, de grands groupes qui ont voulu venir, tout ça. Donc, voilà. Voilà. Alors, j'espère que vous avez envie de venir nous rejoindre donc, pour goûter cette soupe du pêcheur ou d'autres plats. Quels sont quelques plats, dites-nous un petit peu quelques plats qui seront proposés. D'accord. Au jeu de la bouffe africaine, il y aura des plats de 25 € et des plats de 35 €. D'accord. Les plats de 35 €, je les appelais les plats VIP. C'est la soupe du pêcheur pour une personne et le thalie royal pour une personne. La soupe du pêcheur oui. Et le thalie royal. C'est-à-dire, quand j'ai fait la soupe du pêcheur, quand ça a eu du succès, j'ai fait son frère à côté. Et c'est quoi? C'est le thalie royal. C'est un plat qui est composé de la viande de bœuf et du poisson fumé, des crabes. Et voilà. Et une composition de tout ça. Donc, ça fait un truc de terre et mer. Pourtant, la soupe du pêcheur, c'est que mer. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ça. Et puis, les plats de 25 €, il y a la sauce copé, il y a la sauce graine foutou, qui a eu un succès pas possible l'année passée à la Cannes. Et on a aussi le garba d'Abidjan, le garba. On aura aussi le donkounou. On aura la kassa. Je connais pas tout ça. Ben, ça vient d'où? Mais c'est ce que je suis partie apprendre au Togo. Ok, les secrets. Donc, il aura tout ça. Il aura des toffis. Vous voyez un peu des petits amuse-bouches africains, là, comme trucs de lait, des petites choses comme ça, les caramels qui seront là. Et voilà.
Venez en famille, entre amis, venez vous régaler. Il y a également l'animation avec le célèbre DJ Charlie Tokoré qui est là tout le temps et en tout cas qui mettra de l'ambiance. Donc on mange, on danse, on s'amuse, on joue avec les jeux traditionnels africains. Donc voilà l'affiche, voici l'affiche, ça vous donne envie, hein, je sais. Et les JO de la bouffe, 2e édition, donc 7, 8, 9 juin. Ça va se passer à la salle Mosaïque, 11 rue Maximilien Robespierre, un lieu bien connu des Africains. N'hésitez surtout pas. Est-ce qu'on a donné toutes les infos ou est-ce qu'on va sur Internet pour en savoir un petit peu plus, Maman Dior? Bon, après, ça est sur le son des marmites. D'accord. Restaurant Le Son des Marmites. Ça est aussi sur Maman Dior, ma page Maman Dior. Et les tickets physiques sont vendus dans mes 3 établissements. C'est déjà disponible. Ou soit sur Wins Events pour payer les tickets en ligne. Donc, tout est déjà prêt. Vous pouvez prendre vos tickets comme vous voulez. Vous n'aurez pas d'excuses. Merci beaucoup, Maman Dior. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vous accueillir aujourd'hui. La porte est ouverte. Vous revenez quand vous voulez. D'accord. À Merci. bientôt dans les matins d'Aïssa. Les matins d'Aïssa sur Espace. Et avec un nouvel invité dont nous allons savoir un petit peu plus. En tout cas, il va tenter de nous raconter son histoire. Il va nous parler de ses actions et de son actualité à travers un événement impactant qui met à l'honneur l'entrepreneuriat et l'innovation. Africa Business Impact Forum est de retour pour une 2e édition. Ça va se passer après la première édition à Paris, du côté de Suresnes, plus précisément à la salle de l'Hôtel de Ville de Suresnes, dans le 92. Alors, c'est porté par l'association ID pour intégration, diversification économique, entrepreneuriat. C'est un peu une fabrique de champions. On va en savoir un petit peu plus dans un instant avec son fondateur, Hakim Hadjibi, déjà installé sur le plateau d'Espace TV Europe. Bonjour, monsieur Hadjibi, bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir. Comment vous allez? Ça va, bonjour Madame Thiam. Moi aussi, je suis heureux d'être reçu. Rapprochez-vous un petit peu du micro, qu'on puisse bien vous entendre et entendre le message que vous êtes venu promouvoir, en tout cas transmettre aux personnes qui nous regardent aujourd'hui sur Espace TV Europe. Alors cet événement qui revient pour une 2e édition, la première s'est tenue à Paris l'année dernière, un événement en 2 temps, l'Africa Business Impact Forum, suivi de la soirée de gala qui va abriter également le concours mondial de pitching de battle. Ce sont des battles donc intitulés Get in the Ring, un concept dont nous allons parler dans un instant. Alors la première édition de cet événement s'est tenue le 17 février à Paris. Alors est-ce qu'on peut d'abord faire un petit bilan de la première édition juste pour comprendre un peu sa portée et ses ambitions? Déjà en termes de bilan, ce qui est intéressant, c'est que la première édition nous a permis d'identifier 2 gagnants. Un qui est spécialisé dans la production des batteries, et le deuxième, qui est une lauréate, c'est Ina Kobe, qui est spécialisée dans la food et qui produit une poudre végane qui permet de faire des gâteaux et que l'on peut boire aussi à souhait, une boisson frappée. Ce qui est intéressant, c'est que, les deux on a organisé leur déplacement à La Haye auprès de notre partenaire, parce qu'il faut savoir que l'association que je préside est adossée à une société de capital risque néerlandaise et qui, elle, promeut l'entrepreneuriat à travers l'outil opérationnel qui est le Getting the Ring, qui est le concours de pitching battles. Et donc, nous sommes allés à La Haye avec nos 2 gagnants et nous avons organisé pour le compte de Ina Kobe un atelier culinaire à l'occasion des Olympiades mondiales des entreprises qui ont eu lieu à La Haye l'année dernière. Et donc, elle a participé à cela et ça lui a donné une certaine visibilité. Pour ce qui est de Issam Baghdadi, le gagnant qui produit des batteries, ce qui est intéressant, c'est que la participation au concours Getting the Ring lui a permis de lever des fonds et de bénéficier surtout d'un prêt à taux zéro auprès d'une institution. Pour développer, en fait. Voilà, pour développer son entreprise. Donc, des batteries de voiture, des batteries... Des batteries pour la mobilité, c'est des batteries pour tout. Il fait tout type de batterie en fonction des besoins. Ça veut dire que les lauréats, vous les suivez? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un suivi de tous nos lauréats à travers les partenariats que nous avons noués avec un certain nombre d'institutions.
L'année dernière, on était avec Réseau Initiative Seine-Yvelines. Donc, nous savons que Réseau Initiative est sur toute la France. Et cette année, nous avons rajouté, en plus de Réseau Initiative, nous sommes en partenariat avec Germinal. Oui. Germinal, qui est une structure aussi spécialisée dans l'accompagnement, parce que une chose est de vouloir entreprendre, une autre est de pouvoir se former, maîtriser un certain nombre d'outils de gestion, de management, parce que le tout n'est pas d'avoir la bonne idée, le tout n'est pas d'avoir le financement. Faut-il encore être formé pour assurer la vie de l'entreprise à travers des techniques de gestion classiques qui ne s'inventent pas, qui s'apprennent. Et c'est en cela que nous mettons nos entreprises en contact avec ces spécialistes-là qui sont reconnus sur le territoire et qui apportent leur appui technique et même financier aux entreprises. Alors, idée pour intégration, diversification économique, entrepreneuriat. Ouais. Vous dites que c'est une fabrique de champions. Alors, l'association Idée, elle promeut l'innovation et l'entrepreneuriat. Ouais. Et pour objectif, vous venez de le dire, de réinventer un peu le développement. Alors, quelles sont les innovations que vous voulez apporter à l'entrepreneuriat? Pourquoi il est important de la concevoir autrement, l'entrepreneuriat, ce chemin que vous qualifiez comme qui n'est pas, vous dites, un long fleuve tranquille. C'est vrai qu'on se dit, j'ai une idée, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. On voit de nombreux Afros en diaspora se lancer dans l'entrepreneuriat du jour au lendemain. Et puis, c'est important de dire qu'il y a des réalités lorsque l'on... Quand je vous entends, je sens que vous avez fait des recherches sur moi, vous êtes allé lire des textes sur ce que j'ai dit, parce que je retrouve des mots qui reviennent souvent. Ce mot-là, oui. Là, dans le dossier de presse, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, c'est ça. Mais après, c'est aussi le regard que j'ai de tous les entrepreneurs que j'ai reçus au fil du temps. Des années, on parle peu des échecs, ou en tout cas des difficultés. Oui, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que quand on parle d'innovation, et pendant longtemps, l'innovation, c'était toujours l'innovation technologique. Ouais, et souvent, quand on parle de projets innovants, je peux vous dire que la tendance actuelle était toujours, et même il y a quelques années, était toujours orientée vers le digital. Ouais. Là, on pensera à l'IA tout de suite. Et on pense à l'IA. Vous savez, avec tout ce qui se passe, avec la crypto-monnaie, tout ça, c'est vrai qu'il y a de l'argent à gagner. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas que ça. Ouais. Okay, et c'est un peu la raison pour laquelle nous, au niveau du Getting the Ring et avec mes partenaires néerlandais, le langage a changé. On ne parle plus d'innovation en tant que telle, parce que l'innovation renvoie souvent à l'innovation technologique, mais on parle de plus en plus d'entreprises aux solutions non conventionnelles. Ouais. Je prends un exemple simple. Il y a quelques 10 ans, Getting the Ring et la fondation Unknown, parce que Getting the Ring est porté par une fondation Unknown qui est aussi une société de capital risque et qui est aussi une université néerlandaise qui est basée à La Haye. Donc je travaille avec eux depuis 9 ans. Au départ, c'était principalement tout ce qui est tech. Je peux vous dire toutes les solutions digitales, et c'était vraiment le succès. Ça marchait très fort. Pardon ? C'était dans l'air du temps en même temps. C'était dans l'air du temps, ok. Et c'est vrai que ça continue. Mais de plus en plus, on a réalisé qu'il n'y a pas que la tech. Dans l'agro, par exemple, même s'il y a de l'agritech, mais dans l'agro, par exemple, il peut y avoir de l'innovation. Je vais vous prendre un exemple simple. L'année dernière, j'ai été agréablement surpris de voir que parmi les solutions innovantes qui ont été présentées à La Haye, il y avait des jeunes, un Néerlandais et un métis ghanéen qui sont arrivés, qui ont proposé une canette de boisson. Mais cette canette de boisson, vous savez, c'était quoi ? Cette innovation, c'était le jus de pulpe de cacao. Parce que le cacao, habituellement, quand on le prend, on casse la cabosse, on sèche les graines, on récupère les graines que l'on broie et puis on fabrique le chocolat que tout le monde connaît. Mais eux, ils ont vu qu'au-delà, autour des graines, il y a une amande blanche que l'on jette. Alors qu'il paraît qu'elle a des valeurs nutritionnelles exceptionnelles. Et donc, eux, ils ont récupéré cette pulpe-là et ils en ont fait une boisson qui est énergisante, qui est très bonne pour la santé. Et c'est une boisson qui marche et qui est bien vendue aux Pays-Bas. Vous voyez ? Donc, l'innovation, aujourd'hui,
il faudrait que quand on pense innovation, surtout nous qui sommes africains, ou même la Banque africaine de développement a dit, les prochains milliardaires en Afrique... Vous avez évolué notamment pour la base en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai été de passage à la Banque africaine de développement et puis au PNUD. Et donc, au niveau de la BAD, le président l'a dit au cours de l'année dernière que les prochains milliardaires de l'Afrique viendront de l'agriculture. Ouais. Effectivement, il est important que, au niveau de l'Afrique, que de plus en plus on pense à la possibilité de rentrer dans l'agriculture en tant que chaîne de valeur. Dans l'agriculture, il y a tellement de choses à faire. Il n'y a pas que le travail de la terre directement. Il y a des activités liées à la conservation, à la transformation, à la logistique, à la distribution. Tout à faire, donc, il y a tout à faire. C'est un gisement d'opportunités entrepreneuriales que l'on ne soupçonne pas toujours. Donc, moi, j'incite souvent les gens à aller vers l'agriculture parce qu'il y a de réels besoins. Oui. Et n'oubliez pas que on peut entreprendre. Il y a énormément de possibilités pour la simple raison que vous avez énormément de pays africains qui continuent à importer de la nourriture de l'étranger, des produits alimentaires de l'étranger, alors que nous avons des terres arables à foison, nous avons le soleil, nous avons l'eau qui coule en abondance. Donc, toutes les conditions, le génie créatif, donc tout ça, je pense que peut pousser les uns et les autres à se lancer dans l'agro. Et puis, vous allez remarquer que la plupart des pays développés qui sont industrialisés ont souvent une agriculture performante. Et c'est ce que l'on oublie souvent et on ne fait pas attention. Quand vous regardez un pays comme la France, plus de pratiquement 80% des PME tournent autour de l'agroalimentaire. Donc ça, c'est quelque chose qui doit attirer notre attention. Oui, parce qu'au bout du compte, quoi qu'on dise, on a toujours besoin de manger, ça fait partie du quotidien. Exactement. Et puis quand on produit, c'est ce qui est intéressant, c'est que on produit pour se nourrir et ensuite le surplus, on peut l'exporter. Et grâce à ça, on peut développer comment on appelle, des échanges intra-régionaux et interrégionaux en Afrique. Des échanges qui sont reconnus comme étant trop faibles et qui méritent d'être développés. Alors justement, de nombreux forums naissent, émergent. Il y en a presque tous les week-ends aujourd'hui. Forum Africa, ceci, Africa, cela, Forum Business et tout. C'était important également d'apporter cette valeur ajoutée et de vous démarquer de tous ces événements qui ont lieu comme ça. Oui, se démarquer, je vous dis, au départ, l'objectif n'était pas de faire un forum. Si vous regardez bien, l'événement que nous présentons, c'est pas un événement, c'est un double événement. Ouais. Pourquoi ? Parce que vous avez un concours de pitching battles. Ouais. Le concours de pitching battles, déjà, c'est pas un concours de pitch, c'est un concours de pitching battles où les gens s'affrontent les entrepreneurs s'affrontent sur un ring de boxe. On identifie avec la tenue du boxeur. Parfois oui, avec le gant, il y a toute une scénographie, tout ça, sur un ring qui est aménagé, et c'est assez original. Et ce qui est bien, c'est que ça vous donne du fighting spirit, ça vous apprend à communiquer, ça vous apprend à présenter, à vaincre la peur. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que il y a deux choses dans ce concept. La première des choses, c'est que le groupe qui a conçu le Getting the Ring s'appelle Unknown. Unknown, pourquoi ? Parce que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, unknown, c'est inconnu. Donc, vous vous lancez dans l'inconnu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, get in the ring. Le ring, c'est vrai qu'on voit le ring de boxe, mais le ring, il a une forme arrondie. Pourquoi ? Parce qu'en entrepreneuriat, parfois, devant certaines difficultés, on se sent désespérément seul. Et là, vous avez un cercle dans lequel vous retrouvez des gens avec lesquels vous partagez, avec lesquels vous échangez pour créer des collaborations nouvelles, créer des connexions nouvelles. Et ça, c'est ce que l'on veut créer au niveau du Getting the Ring. Et ce qui est intéressant, il y a la notion aussi de combat. Il y a la notion de combat. C'est pourquoi je parlais de. Pourquoi ? Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y en a qui estiment que c'est souvent une guerre que l'on mène quand on entreprend. C'est vrai que moi, je suis pas toujours dans la logique de guerre, d'affrontement. Moi, je suis plus dans le collaboratif parce qu'on peut faire des affaires, on peut entreprendre sans forcément. On peut grandir sans écraser l'autre. C'est ma vision de l'entrepreneuriat. Donc, moi, j'estime que au niveau de l'entrepreneuriat, je le dis encore une fois, ce n'est pas la guerre.
on peut être dans la collaboration, dans un esprit de win-win, un esprit gagnant-gagnant. Et donc, dans le Getting the Ring, en plus de cela, c'est que ça vous donne une visibilité nationale, une visibilité internationale. Ça permet de faire connaître votre produit. Mieux, c'est que ça vous donne l'opportunité de pouvoir bénéficier de financement. Je vais peut-être dévoiler quelque chose, c'est que là, parmi les candidats, il y en a déjà 2 qui ont été identifiés par la mairie de Suresnes pour leurs 2 projets pour pouvoir bénéficier d'accompagnement technique et financier. Déjà là. Et la mairie Juste sur la liste comme déjà, ça? Non, pas sur la liste, parce que la mairie de Suresnes a participé aux présélections. D'accord, très bien. Donc, il y a eu des sessions de pitch, de présentation, et donc, ils ont vu qu'il y avait 2 projets tout de suite, parmi les 4 qui sortaient du lot. Il y en a quelques-uns, et la mairie a dit tout de suite, nous, qu'ils gagnent ou pas, nous avons l'intention de les suivre. Donc, c'est une opportunité que de participer à une compétition comme celle-là. C'est utile à la fois pour ceux qui montent sur le ring, mais aussi pour ceux qui viennent, parce que c'est un apprentissage, c'est tout un exercice. Il y en a qui disent, oui, moi je suis un bel orateur, tout ça, mais qui, quand ils montent sur le ring, ils se plantent royalement, parce que pouvoir pitcher son projet en 2 minutes 30 secondes, si vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas la méthodologie, je peux vous dire que vous pouvez balbutier. Alors d'ailleurs, c'est plus qu'un concours, hein, c'est un concours mondial d'entreprises innovantes, des compétitions dans plus de 200 villes à travers le monde. C'est dans plus de 200 villes à travers le monde, c'est juste. Et donc un jury de professionnels est là pour les départager et choisir celui ou celle qui représentera sa ville aux Olympiades mondiales des startups. Oui, cette année, les Olympiades mondiales des entreprises auront lieu à La Haye et le 24 juin dans le cadre du sommet de l'OTAN. Et donc notre gagnant, Getting the Ring a décidé de s'orienter vers la promotion de l'entrepreneuriat jeune. C'est-à-dire c'est les 18-25 ans. Donc, celui qui va gagner... C'est génial, ça. Donc, on a 2 catégories, en fait. On a une catégorie de 18 à 25 ans et une autre de 25 à 35 ans. C'est moi qui ai créé cette catégorie de 25 à 35 ans parce que j'estime que 18-25 ans, c'est bien. Nous, on va respecter les objectifs et les contraintes de notre partenaire. Mais il y a des personnes au-delà de 25 ans qui ont envie d'entreprendre. Ouais. Et je pense que même à la longue, il faut que je crée une catégorie pour les plus de 50 ans. Parce qu'on peut initier une activité entrepreneuriale au-delà de 50 ans et réussir. L'histoire d'une marque de fast-food connue, je ne vais pas la citer, le monsieur avec le nœud papillon, donc je ne veux pas dire son nom. Les Africains connaissent. Que les Africains connaissent parce qu'ils aiment bien manger ce poulet-là. Je peux vous dire qu'il a commencé à plus de 70 ans, je crois. Donc on peut entreprendre... Après de nombreux échecs. Après de nombreux échecs, exactement. Donc Getting the Ring, c'est cela, c'est le fighting spirit, c'est la visibilité, c'est la levée de fonds, c'est rencontrer des partenaires, c'est créer des collaborations nouvelles. Et puis, on rencontre des gens intéressants, on apprend. Surtout, on apprend. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat, comme vous dites, on essuie des échecs, mais ce n'est pas des échecs en tant que tels. Il faut toujours dire, on apprend pour pouvoir rebondir par la suite. Mais on voit que ça vous tient à cœur quand même, ce concept, que vous le portez dans vos tripes. Il faut quand même dire que ça fait bientôt 10 ans que je fais le Getting the Ring et ça me tient dans les tripes parce que j'ai vu l'effet transformationnel du Getting the Ring. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus au Getting the Ring avec une idée de projet qu'on a encadré et qui ont sorti des unités de transformation. Par exemple, dites-nous. Il y a une dame qui est venue participer au Getting the Ring qui me dit, Monsieur Hadjibi, ça c'était au Bénin, elle me dit, Monsieur Hadjibi, moi je veux faire de la transformation de tomates parce que je suis dans un village où il y a énormément de pertes post-récolte. Et c'est là où je veux faire mon business. Et elle me dit, je veux faire de la purée de tomates. Je dis, OK, on va y aller. On va avancer ensemble. Je vais vous donner des contacts, je vais vous donner des idées. Vous allez aller rencontrer des gens, discuter avec des gens, affiner le produit, affiner le packaging, voir les fournisseurs. Et aujourd'hui, cette dame, elle a une unité de transformation agroalimentaire qu'elle gère et elle est patronne de plus d'une trentaine de personnes et elle diversifie de plus en plus ses activités. Elle n'est pas la seule. Il y en a une qui est venue qui m'a dit, Monsieur Hadjibi, moi je veux faire du jus de moringa.
Aujourd'hui, Asibafé est reconnue comme la patronne de la production du jus de moringa. Mieux, il y en a une autre qu'on appelle, et qui est très connue au Bénin, qui fait même la fierté du chef de l'État, elle est reconnue. Elle est venue participer au Getting the Ring, elle avait comme idée de produire une liqueur arrangée. Ouais. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, sa liqueur est reconnue, King of Soto, pour ne pas faire de la publicité, c'est une référence au Bénin, mais elle a été promue par qui? Par moi, parce que par Getting the Ring, et avec elle, je suis allé à Singapour. Elle, je l'ai emmenée à Singapour sans qu'elle ne débourse un seul sou. Il y en a d'autres que j'ai emmenés au Portugal, d'autres que j'ai emmenés aux Pays-Bas. Voilà, Getting the Ring, c'est mondial. Vous leur ouvrez votre carnet d'adresse, en fait. Exactement, l'idée c'est ça, c'est-à-dire, moi j'ai du plaisir à voir, en fait c'est ça. Vous voyez cette passion, c'est la passion de voir les autres grandir. Donc on organise le Getting the Ring, mais on s'est dit, au-delà du pitching battle, la journée, on peut se rencontrer, discuter, réseauter, échanger, faire un partage d'expérience et aussi apprendre avec des experts dans les questions liées à l'entrepreneuriat comme la vente, le personal branding, comment créer une marque gagnante. Donc voilà. En fait, c'est grandir ensemble. C'est grandir ensemble. Comment on grandit ensemble? En se donnant la main les uns les autres. Les plus grands, les plus forts tirent les autres vers le haut. Et je tiens à vous dire que Getting the Ring, ce n'est pas des paroles en l'air. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez, depuis bientôt 12 ans, Getting the Ring a levé, je vais vous dire, Getting the Ring a levé plus de 800 millions pour les entreprises à travers le monde. 800 millions oui, d'euros je peux vous donner 800 millions de dollars. Wow. Oui, je peux vous donner un exemple précis. Il y a un Américain qui a participé à Getting the Ring et il avait une solution d'identification oculaire. Ouais. Ok, Getting the Ring l'a aidé à vendre sa solution à 100 000 $. Il y a un Coréen qui a participé au Getting the Ring, qui a gagné, et il avait une montre. Il a fabriqué une montre pour les malvoyants et les aveugles. Et Getting the Ring a réussi à lui lever 3 millions de dollars auprès de Stevie Wonder et de Andrea Bocelli. Donc, ça vous donne une visibilité, ça vous donne une ouverture réelle sur le monde et sur des personnes que vous n'auriez même pas rêvé rencontrer dans la vie. Ça veut dire les afro-descendants, les entrepreneurs des Afriques, venez également rejoindre cette marche mondiale. Je pense que vous êtes en train de dire quelque chose de pertinent. Pourquoi? Parce que moi, quand je vais aux Olympiades mondiales des startups, les Africains, on nous compte sur les bouts de doigts. Alors que beaucoup de choses, des fonds se lèvent, des partenariats se créent, des négociations se font. Pourquoi être absent là où des décisions aussi importantes sont prises? Là où l'entrepreneuriat se décide. L'entrepreneuriat, comme je dis, solution non conventionnelle sur la gestion de l'eau, sur l'agro, sur la mobilité, sur la tech en général, sur l'agro-food, sur l'afro-food. Donc, il est important que nous, Afro, qu'on aille vers ces structures-là et qu'on participe à des événements comme ceux-là pour être visible. Alors justement, le constat que j'ai fait, et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai pensé ce matin dans les transports que j'allais vous poser cette question, c'est que souvent les afros, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on pense communautaire et on pense pas à l'échelle internationale. Exactement. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est peut-être une vision... Des barrières qu'on se met... Il y a aussi ça. Il y a aussi... les barrières qu'on se met. Moi, je vais vous dire, il faudrait que les jeunes, quand ils veulent lancer une activité, c'est vrai de penser à soi, mais aussi avoir l'ambition de conquérir le monde. Je pense qu'il n'est pas trop ambitieux de dire, moi j'ai un produit, je veux conquérir le monde. Il faut le faire, il faut réfléchir comme ça. Un peu parce que le micro, il vous cache un peu quand on voit un peu votre visage. Ouais. Excusez-moi de vous avoir coupé. Ouais. Il faudrait que de plus en plus les jeunes pensent à conquérir le monde à travers leurs activités. Voilà. C'est une question d'ambition et c'est des ambitions louables et qui sont pas malsaines. Et je pense qu'on pourrait le faire avec tout le savoir-faire, toutes les idées, toute la créativité. Je peux vous dire que des gens brillants au sein de la communauté. Il y en a énormément. Et vous allez voir, là, on organise la prochaine édition Getting the Ring. Le nombre d'afro-descendants qui interviennent, vous serez hallucinés. Vous serez assez surprise, agréablement surprise. Et en plus, ils ont des projets vraiment qui plaisent.
des projets d'avenir. Alors, il y a aussi dans vos actions, en tout cas les événements que vous mettez en place, la semaine l'Afrique des solutions. C'est vous qui en êtes Non, je suis en partenariat. Je connais bien Monsieur Léon Songbadji. C'est lui qui organise la semaine Afrique des solutions. Mais c'est vrai que nous sommes en train d'envisager un partenariat et il m'a fait aussi l'honneur de me nommer ambassadeur de l'Afrique des solutions. Et je pense que c'est peut-être ça qui vous emmène à ouvrir cette parenthèse. J'ai été effectivement décoré ambassadeur africain de solutions par Monsieur Songbadji. J'ai fait ma petite enquête, mais je me suis un peu perdue. Ça arrive. Alors, du coup, on va raconter dans un instant votre parcours. On rappelle que cet événement, donc, en 2 temps. D'abord, l'Africa Business Impact Forum. Et Getting the Ring. Et juste après, oui. Getting the Ring. Si vous remarquez, moi, j'aime bien parler de la fin avant de parler du début. Ok, je parle de Getting the Ring et après, on tombe sur Getting the Ring. Parce qu'en fait, c'est le cœur du réacteur, Getting the Ring. Les forats, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais c'est Getting the Ring, c'est cet esprit-là que je promeux le plus, le fighting spirit à travers le Getting the Ring. Ce sera pendant le dîner gala. Ça va être un dîner de gala. Et c'est vrai qu'on a essayé de faire quelque chose d'assez compliqué parce que un dîner de gala où vous voyez des gens en train de parler entrepreneuriat, où vous voyez des gens s'affronter sur un ring de boxe, faut reconnaître que c'est très original. Pendant qu'on mange, c'est vrai que ça s'est pas souvent fait, mais c'est une expérience que j'ai déjà tentée ailleurs, avec des ambassadeurs, des personnalités, des ambassadeurs de la Hollande, ambassadeurs des États-Unis, de l'Union européenne. Je l'ai fait ailleurs dans un autre pays, ça a été un succès. Et pourquoi ne pas le renouveler? J'ai voulu renouveler cet exploit-là ici à Paris. Alors, vous avez été élève de l'IAE de Lille, c'est une école de commerce. J'ai été un ancien ch'ti, c'est vrai, c'est l'équivalent, on peut dire l'équivalent public des MBA, voilà, des écoles de commerce, voilà. D'accord, vous êtes né en France ou non, au Bénin? Je suis né au Bénin, mais je suis de citoyenneté congolaise. D'accord, bénino-congolais. Pardon? Bénino-congolais? Oui, avec même des origines encore plus lointaines, encore au Nigeria, avec des ramifications en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, ça fait beaucoup. Et vous arrivez à Lille à quel moment et à quelle occasion? J'arrive à Lille en 93. Oui. Et c'est justement quand j'ai fini à la Banque africaine de développement, j'ai voulu avoir un diplôme un peu plus élevé. J'ai voulu avoir un diplôme. Pardon? Vous vous éloignez. Je m'éloigne. Oui, j'ai voulu avoir un diplôme parce que c'était l'univers à l'époque. Tout le monde parlait des MBA, Je suis en train de vous parler d'il y a bientôt plus de 25 ans, bientôt 30 ans. Ouais. Et donc, j'avais envie de faire un MBA. Donc, j'avais le choix entre aller au Canada et aller en France. Bon, j'ai choisi de venir en France. Mais moi, j'ai déjà fait mes études en France. J'étais déjà ici. Plus jeune, à 17 ans, où j'ai eu mon BEPC. Moi, j'ai fait mon BEPC ici. J'ai été savoyard à une certaine époque. Ok. C'est marrant, BEPC, puis après, vous revenez... Oui, moi, j'ai beaucoup bougé entre la France, l'Afrique. J'ai énormément bougé sur ces deux territoires-là. Et donc, ces études à Lille, oui. Je suppose après des aventures en tant qu'employé dans des sociétés. Non. Moi, j'ai pas été employé longtemps. C'est-à-dire qu'après mon DSS C2AE à l'IAE de Lille, je suis retourné en Afrique, où j'ai été chargé de programme à l'unité économique du PNUD, où j'ai piloté un certain nombre de projets. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes armes dans l'organisation des forats. Et c'est là où j'ai participé à l'organisation du premier forum économique de la République du Bénin. Donc j'ai été co-organisateur de cet événement. Et puis après, j'ai pris quelques années sabbatiques. Je me suis dit, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat parce que quand on a une double formation, on est économiste, on a été formé en gestion d'entreprise. Je me suis dit, je vais peut-être me lancer dans l'entrepreneuriat pour voir ce que c'est. Et puis on a commencé à faire le tour. J'ai vendu des chaussures de luxe pour le groupe Hermès, c'est vrai, les John Lobb. J'ai travaillé avec Lobb, j'ai travaillé avec Edward Green, j'ai fait les salons, j'ai travaillé avec Stefano Branchini aussi.
plusieurs marques de chaussures. Et ça fonctionnait bien, je suppose, à l'époque. Faut reconnaître que c'était très ambitieux parce que vendre des chaussures à près de 1 000 € en Afrique, à cette époque, il y a 20 ans en arrière, il y avait une clientèle, c'était très ciblé, c'était très demandé. Et non, c'était assez passionnant. Et juste après, j'ai lancé un magazine. Moi, je touche à tout. Je suis toujours en train d'entreprendre, je suis toujours en train d'initier quelque chose. Et c'est peut-être la raison, c'est cette passion-là qui, effectivement, me pousse à organiser et à être aussi imprégné, aussi impliqué dans l'organisation du Getting the Ring. Et c'est un peu comme ça qu'on vous a élevé? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans votre famille ou... Oui, il faut reconnaître que je suis né de 2 commerçants. Maman Benz, maman Benz peut-être, non? Bon, Benz. Qui ont beaucoup apporté. Hein. Exactement. Mon père, il a fait du business sur le Bénin, sur le Congo. Il a énormément travaillé. Il a fait de grandes choses. Et je peux dire que il nous a inspirés. Même s'il était homme d'affaires, il était commerçant. Il tenait d'abord à ce que l'on fasse des études. Et quitte à aller, même si vous devez aller vendre des boîtes de tomates au marché, il tenait à ce que l'on fasse des études bien avancées, qu'on ait nos diplômes avant de se lancer dans le commerce ou dans les affaires. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est toujours très, on va dire, édifiant que les personnes qui viennent comme vous, avec toute cette expérience, toute cette expertise, de venir raconter leurs histoires. En tout cas, merci de vous être prêté au jeu. Oui, en tout cas, moi, c'est un plaisir parce que si vous constatez, je ne suis pas qu'organisateur d'événements, je suis en même temps entrepreneur. Donc, je pense que c'est cette expérience-là que je tente de partager avec les miens et que je tente de transmettre aux plus jeunes, parce que l'entrepreneuriat, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Il faut tomber 7 fois, se relever 8 fois. Et c'est cette expérience que j'aime bien partager avec les jeunes pour en faire des champions. Donc, rendez-vous le 31 mai à Suresnes. Comment on fait pour s'inscrire? On a mis le lien. On a le lien. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, on a un lien WizEvent pour on tape participer. Juste, Africa Business Impact Forum. Exactement. Africa Business Impact Forum, Getting the Ring sur WizEvent. Vous vous inscrivez. Il y a plusieurs catégories. Soit vous venez pour, comme j'ai dit, c'est un double événement. Soit on vient pour le forum, ou soit on vient pour le dîner de gala, ou soit on vient pour les deux. Bah, venez pour les deux. Venez pour les deux. Comment on pourrait conclure cette entrevue? Moi, je vais conclure en disant aux jeunes, n'hésitez pas à entreprendre. Aussi difficile que ça puisse paraître, n'hésitez pas à entreprendre parce que c'est vrai qu'on peut se casser les dents, mais je peux vous dire que c'est tellement gratifiant quand on fait une bonne affaire et qu'on sent qu'on n'a pas seulement gagné de l'argent, mais aussi qu'on a rendu service. C'est plaisant et on se sent utile à sa communauté, utile à l'humanité. Et aussi pour ceux qui veulent entreprendre, pensez certes à apporter des solutions. C'est ça qui vous fait gagner, parce que ne pensez pas principalement à gagner de l'argent, mais pensez à apporter de réelles solutions et c'est ça qui vous fera gagner de l'argent. J'adore. Merci beaucoup d'être venu à Hakim Hadjibi. On vous souhaite un bel événement. Merci et puis beaucoup. La porte vous sera ouverte à très bientôt sur l'antenne d'Espace TV. Madame. Les matins d'Aïssa sur Espace. Alors, on va y aller, dernière ligne droite avec notre invité. On va se détendre un peu avec Teddy Leduc, promoteur culturel à la tête de Prodman événementiel. Il vient nous parler d'un événement qui lui tient à cœur et qu'il promeut depuis quelque temps déjà. 3e édition de la Nuit des Étoiles Congo et Afrique. Un événement festif, mais pas seulement, puisqu'il y a une cause derrière qu'il défend avec beaucoup de hargne, on va dire, mais enfin, pas dans le sens violent du terme, mais en tout cas, beaucoup de conviction. Merci de nous rejoindre, Teddy, ça va? Oui, ça va très bien. Merci Aïssa de m'avoir accordé ce moment. C'est avec plaisir de venir parler de cet événement qui a une résonance également caritative. Alors, parle-nous un peu du concept La Nuit des Étoiles Congo et Afrique. Comment tu as lancé cette initiative et quel était le besoin derrière? Raconte-nous l'histoire un petit peu. Donc, la Nuit des Étoiles du Congo et d'Afrique part d'une idée déjà, en faisant une dédicace à mon gars Dawala, qui avait fait la Nuit du Mali, donc à Bercy. Donc, elle avait fait 2 éditions de la Nuit du Mali et j'avais kiffé.
Donc, un de mes frères avait participé en tant qu'artiste. Et j'ai dit, c'était magnifique, quoi. Quand je suis allé à Nuvali, j'ai dit, waouh. J'ai dit, c'est un truc de malade. Donc, je me suis dit. C'était à Bercy à l'époque. À Bercy, tu vois. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi nous, les Congolais, on ferait pas un truc de ce style, tu vois. Et donc, l'idée, elle a germé. Et après, quand j'ai germé l'idée, j'ai dit, mais il faudrait que j'apporte quelque chose à cela. Au lieu de faire un simple concert. Donc, fallait qu'on réfléchisse à la chose qu'on allait apporter. Et en même temps, avec tout ce qui se passe au Congo, j'ai dit qu'à un moment, il faut de rester là, attendre. Il faut faire quelque chose pour parler par rapport aujourd'hui à tout ce qui se passe à l'est du Congo, parce que des fois, les gens en parlent pas. Et la communauté congolaise, ce soit au niveau de la musique, est quand même assez connue. Ouais. Mais au début, on n'avait pas vraiment d'événements qui m'était quand même dire que tiens, il se passe quelque chose au Congo. Donc on est parti sur ça, donc on a réfléchi, donc j'ai dit tiens, pourquoi on ferait pas la nuit du Congo? Et après j'ai dit on va profiter pour remettre des prix, puisqu'on a vu qu'il n'y a pas de cérémonie en fin de compte qui est dédiée en France à la diversité. Ouais. Parce que pour moi, souvent on dit diaspora, mais moi je dis plus à la diversité. Et donc, on s'est dit, on ferait la Nuit des Étoiles. Et donc, on a commencé la première édition de la Nuit des Étoiles du Congo. D'accord. Et à la seconde, tous mes amis me disent, mais t'es dit, arrête tes histoires. Il n'y a pas que des Congolais. Tu vois, ils m'ont dit, il n'y a pas que des Congolais. Nous aussi, tu vois, j'ai des amis sénégalais, maliens, tout ça. Ils me disaient, nous, on est tous là. Donc, c'est pour ça, après, on a ouvert, on s'est dit, ouais, c'est vrai. C'était de partir sur la Nuit des Étoiles. Communautaire et voilà, que ça reste que Congo. Il t'est dit, ça va et pas. Et puis en même temps, quand tu regardes aujourd'hui le Congo, en tout cas les cultures congolaises vont un peu abreuver beaucoup d'autres cultures africaines. Donc du coup, ça prend tout son sens. Voilà, ça a influencé, tu vois, ça a influencé d'autres musiques, on va dire, comme en Côte d'Ivoire, comme disait DJ Arafat, paix à son âme. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là et j'ai dit ouais, et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, comme il n'y a pas de cérémonie où on nous remet quelque chose, on nous valorise. Et ce qui est important, c'est de dire qu'on va pouvoir faire une action caritative, c'est-à-dire récolter des dons pour pouvoir faire des actions, non seulement au Congo et voire dans d'autres pays d'Afrique, et ensuite valoriser des personnalités inspirantes. Ouais. C'est-à-dire des personnalités inspirantes, pas partir que sur des personnes hyper connues. Moi, c'est de partir sur des personnes qui ont un parcours. Pour les encourager. Voilà, les encourager, les valoriser. Donner l'exemple aussi aux plus jeunes que... tu vois, j'allais développer, t'arrives à ça, et c'est parce qu'on se rencontre aujourd'hui, je le dis encore dans d'autres émissions, c'est que nous, à un moment, on n'avait pas vraiment d'exemple. Tu vois, on a grandi en France. Rôle modèle, on les prend à l'extérieur souvent. Voilà, c'est pour ça, nous, voilà, on va dire, par exemple, mon acteur préféré français, c'était Belmondo. Tu vois, j'allais dire, voilà, on va dire Belmondo ou Alain Delon, et après ceux qu'on voyait aussi. Voilà, ceux qu'on voyait. Et après, on va dire, on va prendre les autres, les Américains, Denzel Washington. On va prendre des gens maintenant qui sont venus. Tu vas dire, alors que parce qu'on n'avait pas de modèle, et je me suis dit, il est temps de présenter à nos enfants, aux plus jeunes, que voilà, il existe des personnes et qui font des choses dans tous les domaines. Que ce soit dans la musique, comme toi, ça fait des années que tu es là, radio, journalisme, tout ça. Et parce que je me rends compte, en étant dans les quartiers, des fois que les jeunes n'ont pas connaissance de certaines personnes et après se limitent. Quand tu vas poursuivre tes études, des fois tu dis ouais, je vais faire du marketing, mais en quoi? Donc après, on nous contente à dire ouais, tu vas faire du marketing ethnique et autres, alors que tu peux faire du marketing normal et choisir la niche dans laquelle tu vas essayer de développer un marketing qui va on va dire micro pour devenir macro, parce qu'il y a une réelle demande. Donc c'est un peu dans cet esprit-là, et au fur et à mesure, je vois que les gens ils commencent à dire ah ouais, mais lui il fait ça, je savais pas qu'elle faisait ça. Et on a plein de talents comme ça qui sont cachés. Et justement, cet événement a lieu à Trappes, à la salle à Meury. C'est une belle salle de spectacle. Donc, dans cette ville de Trappes qui réunit de nombreuses communautés, beaucoup de jeunesse et beaucoup d'afro. Teddy Leduc, tu viens de Trappes, c'est ça? Ouais, moi je viens de Trappes. Un enfant de Trappes. Voilà, on est un enfant de Trappes, mais après, bon, on a fait un peu le tour de la France. Hein. Mais en fait, c'est plus pour
pour marquer le fait que c'est important de faire ces événements-là au plus près des gens qui sont concernés en fait par tous ces messages que tu valorises. Ouais, je te dirais exact. C'est qu'au début, bon, moi j'ai commencé l'événementiel, ça fait un moment. C'est vrai qu'au début on faisait beaucoup sur Paris. Maintenant, le Covid nous a fait nous recentrer un peu dans nos quartiers. Ouais. C'est-à-dire à s'intéresser un peu plus à la vie dans nos quartiers et voir de quoi des fois les jeunes ils faisaient. Tu vois, moi avant, je faisais surtout des événements sur les champs. Donc j'ai fait, pendant 7 ans, j'ai fait Miss Congo France. J'ai fait dans les plus belles salles de Paris, Salon Hoche, Carré Washington, tout ça. Après, à un moment, je me suis dit, tiens, dans ma ville, ce serait bien quand même que je fasse quelque chose. Apporter la culture au voilà, dans le et qu'il y ait de la lumière. Ouais. Parce que souvent, bon, quand on parle de trap, il y a des gens qui disent, ouais, trap, au début, la première édition, c'était, tu vois, les gens disaient, ouais, trap, c'est chaud. Je dis, non, arrête, dis non, toi, tu y habites. Je dis, non, bon, il y a des moments comme dans toutes les, je dirais, comme dans toutes les banlieues ou les quartiers populaires de France, hein, comme des fois à Paris aussi, il y a des choses, des fois, c'est chaud. Mais voilà, j'ai dit non. Il serait temps quand même de donner de la lumière à notre ville. Et sachant que bon, la chance que nous avons, c'est que Trap a sorti beaucoup de talents. Ouais. Donc, on va dire Jamel Debbouze, Omar Sy, Nicolas Anelka, Issa Doumbia, même sa mère, il vient aussi de chez nous. Hein, tu vois, il n'y a pas que des Noirs ou des Arabes, tu vois. La Fouine, voilà. Et je me dis, tiens, ce qui est bien, c'est que quand je dis Trap, les gens, ils connaissent Trap. Ouais. Ah, parce qu'il y a des villes à côté, je vais dire Elancourt. Ils vont me dire, non, là, c'est trop loin, ça. Tu vois, déjà, Trap, c'est loin. Mais il y a des noms, quand tu vas dire le nom, ils disent, t'es dit, tu peux les emmener au bout du monde. Alors que là, ils disent Trap, ah ouais, je vois, il y a tel artiste, tel... Et voilà, donc je me suis dit, on est quand même une terre, je dirais maintenant ce que je dis, une terre de talent. Ouais. Et donc, comme on a vu beaucoup d'étoiles émerger, donc je me suis dit, tiens, on va le poser là, on va le poser à Trap à la Meurice. Et en plus, on a une des plus belles salles des Yvelines, en termes de salles de spectacle. Là, on est sur une jauge qui est de 600 personnes, mais qui peut accueillir jusqu'à 800 personnes assises et 1200 personnes debout. Et du coup, la municipalité vous suit, je suppose Ouais, on a la chance d'avoir aussi une étoile, puisque, bon, après, on va dire, je fais de la promo au maire de ma ville, mais notre maire, qui s'appelle Ali Rabeh, donc qui est issu de la diversité. Donc et c'est ça qui me donne encore plus de plaisir, et on peut porter des projets comme ça, il va comprendre. Parce que le problème qu'on a des fois, les gens ils se disent ouais, mais pourquoi les gens font rien dans les quartiers? C'est que des fois ils sont face à des municipalités qui arrivent pas à les comprendre. Dire ouais, vous allez nous emmener peut-être de la racaille, ou tu vois, ils auront des propos et les jeunes ils se braquent, tout le monde se braque. En face, les personnes se braquent, les jeunes se braquent et à la fin il se passe rien et on assiste, il y a que des rodéos et autres dans les quartiers, alors qu'on peut valoriser. Et je fais une dédicace aussi à Fouz qui faisait le Melting Crew, et je me suis dit attends, Fouz il a fait pendant 10 ans, il a fait le Melting Crew à Fontenay-sous-Bois. Ouais. Et je dis, tiens, lui, il fait 10 ans à Fontenay-sous-Bois, et nous, des fois, on se prend la tête à vouloir le faire absolument à Paris. Ouais. Or que des fois, dans notre ville, on a de belles salles. Et il suffit de négocier, porter un projet. Après, c'est vrai qu'il faut faire l'écriture du projet pour pouvoir le présenter au mieux. Et nous, on a réussi à le présenter au mieux à notre municipalité. Notre maire a été à l'écoute, et aujourd'hui, voilà, je dirais, ça se passe bien, ça se passe très bien même, et on arrive à attirer de plus. C'est la deuxième édition. Là, on prépare la 3e édition. Non, mais Attrape, c'est la 3e édition. D'accord. On prépare. On a déjà 2 éditions. Promouvoir le vivre ensemble, et également que ça ait une résonance sur le continent africain, ça permet également d'envoyer des messages aux jeunes qui sont présents, de dire. On va pas regarder que notre nombril. Il y a des personnes qui vivent des situations qui sont beaucoup plus compliquées que les nôtres à l'autre bout du monde, et c'est important de regarder dans ce sens, et surtout d'essayer d'aider. Donc il y a aussi cet aspect associatif qui est important pour toi, Teddy Leduc. Ouais, énormément, parce nous les Congolais, on s'est confrontés, je dirais même les 2 Congos, malgré les difficultés qu'il y a des fois dans nos pays. Et dire que tu vas faire une action caritative pour le Congo, des fois les gens se disent mais attends, Teddy, vous sapez, vous êtes des sapeurs, et tu vois, il y a cette image-là. Or que il y a des difficultés, on a beaucoup d'enfants orphelins, malheureusement, et donc il y avait ce besoin-là. Il fallait le marquer. C'est pour ça que je me suis dit non, il faut faire quelque chose pour marquer et expliquer, mettre en lumière la situation quand même qui se passe au Congo, et se dire voilà, il y a quelque chose qui se passe, et il faut le dire. Et aujourd'hui, il y a plus en plus d'artistes, de personnalités qui disent c'est vrai que t'es dit, faut qu'on en parle,
faut qu'on essaye de faire quelque chose. On a vu les rappeurs se lever pour faire des chansons, des medleys. C'est le cas de Gradure avec Free Congo. Voilà, et Congo. Presque tous les rappeurs. À un moment, ils sont levés, tu vois. Et nous, bon, on s'est dit, c'est pour ça que sur notre affiche, il y a stop à la guerre. Parce que les gens voulaient dire, ouais, c'est pas, si les gens sont en état de guerre, puisque, surtout pour les femmes qui subissent des sévices, les plus atroces, je dirais les plus atroces. Donc, à un moment, il faut que nous, qui sommes ici, puissions le dire et faire comprendre, que ce soit à nos autorités et aux jeunes d'ici. Voilà, il faut savoir d'où vous venez, il se passe ça. Donc, essayez d'agir. De rester silencieux. Voilà, essayez d'agir comme vous pouvez, parce qu'on ne va pas refaire le monde en un jour. Mais voilà, c'est par des petits gestes. Des fois, c'est un petit mandat, envoyer un vêtement, ainsi de suite. Il y a tellement de choses. Donc, c'est pour ça, nous, on veut vraiment marquer l'accent sur ça. Alors, réhabiliter des écoles, des espaces multisports, la rénovation de complexes sportifs, mais également dans l'éducation à travers des écoles, des centres éducatifs culturels, s'engager dans la lutte contre la violence, la délinquance et l'illettrisme. Ça fait beaucoup de choses à mettre en place. On va dire des fois en une action, tu résous ça en fin de compte. Parce que, par exemple, moi, j'étais au Congo. Des fois, on a des terrains, par exemple, on a des terrains comme un terrain de basket ou ce qu'on appelle aujourd'hui un city, qui a été laissé à l'époque coloniale, limite. Donc, tu imagines. À l'abandon. Ouais. Et ça veut dire que ça n'a pas été rénové. C'est-à-dire que ça a été construit, tu vas arriver, il y a peut-être des buts, mais tu sens vraiment que le truc, il est cassé. Et avoir quelque chose pour pouvoir rénover. Et en plus, on a des artisans. On a des superbes artisans en Afrique. On oublie. Et lui, il a juste besoin. Tu vas lui acheter. Pas grand-chose en fait. Il a juste besoin de bois. Il va tailler le bois correctement. Il va venir te placer les poteaux. S'il faut créer des filets, il va te créer les filets. Faire un coup de peinture, déblayer un peu. Et ça y est. Et on redonne de la vie. Ça veut dire que le jeune qui est en train de traîner, en train de mendier, il va se dire tiens, je peux faire du basket, je peux jouer au foot, limite faire une balle au prisonnier parce qu'il y a un espace qui est dédié, ou même faire du volley. Donc, il y a des choses comme ça. Et moi, j'ai vu ça. Et moi-même, j'ai été à l'école en Afrique. Des fois, je me dis, tiens, rien que imaginer si dans mon école, on vient rénover l'espace qui nous sert à faire du sport. C'est magnifique. Et notre but, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis qu'on parle du Congo, mais aussi on parle de l'Afrique. Et parfois, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire, peut-être pour 500 €, on réhabilite un endroit et qui va redonner vie à beaucoup d'enfants qui pourraient utiliser cet endroit. C'est noble, en tout cas. Merci. C'est une noble cause et des actes nobles également. Et puis l'occasion également d'édifier cette jeunesse, de lui montrer qu'elle peut se rendre utile à des personnes plus nécessiteuses. Et puis aussi d'arrêter de se plaindre, parce que c'est vrai qu'il y a certains jeunes, surtout les jeunes d'aujourd'hui, avec leur téléphone, ils sont toujours là en train de se plaindre, ils sont jamais contents. Même nos jeunes, à nous, à nos propres enfants, c'est vrai que c'est devenu quand même une problématique, leur dire, regardez là. Nous, nos parents, à l'époque, ils nous emmenaient au pays. On dit, nous, soit on allait au pays, soit on faisait de banlieue en banlieue. Donc, tu quittes Trappes, tu vas à Évry, tu vas à Bondy, tu vas à Sarcelles, on te dépose une semaine ici, une semaine par là. On apprenait aussi là-bas. C'est ça. Mais comme je dis, au moins, on passait des bons moments avec nos frères, nos cousins, tout ça. Et en même temps, je dis, pourquoi moi je marque l'accent sur ça, c'est que aujourd'hui on parle d'immigration, ainsi de suite, mais parce que les jeunes, ils ont besoin parfois d'un peu de rêve. Donc, des fois, faire de la pratique du sport et voir que dans son école, quelqu'un on va dire, qui est parti à l'étranger et qui revient réhabilité, ça lui donne espoir. Se dire, tiens, des fois, on n'est pas obligé de partir. Il suffit d'avoir quelque chose et que nous, on vient donner réellement de l'espoir. Pas être là, dire, faut venir en France, en vérité. Donc, si on dit ça à tous, ils vont vouloir tous venir ici. Alors que des fois, à 5, 6, on fait une action, on donne de l'espoir et surtout on leur dit qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à développer davantage. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir en France, qui ne veulent pas venir en Europe. On n'en parle pas. En tout cas, quand on allume la télé, les politiques, ils n'en parlent pas. Faut le dire, j'ai envie de dire au ministre, par exemple, à un autre ministre, tu vois. Il dit là, il pense que tout le monde veut venir ici. Non, c'est que les gens, ils veulent juste, tu vois, un certain cadre et dire, tiens, moi j'ai envie de ça. Et des fois, ils passent le pont. Faire du sport.
voilà, de faire du cinéma, faire des animations radio. Tu vois, il y a plein de choses. Faire des podcasts, il y a des choses qui sont développées aujourd'hui et que nous, on peut donner encore un autre essor et un autre élan. Absolument, je valide tout. Alors, on n'est pas... c'est vrai qu'on a parlé de tous les aspects, et justement les aspects nobles de cet événement, au-delà de l'aspect festif, hein, puisqu'on sait les jeunes africains sont talentueux, même dans le domaine des arts. On le voit aujourd'hui avec la manière dont ils ont réussi à inspirer tous les artistes. On sent l'Afrique dans toutes les réalisations aujourd'hui, en tout cas dans beaucoup d'entre elles. C'est important aussi de dire... vous êtes des diamants bruts, vous avez du talent, on va vous mettre sur une scène, vous allez prester et vous allez briller. Exact, c'est pour ça que c'est des étoiles en fin de compte. Et comme notre slogan, c'est que les étoiles finissent toujours par briller où qu'elles soient dans le monde. Donc c'est dire vraiment aux gens, vous êtes des étoiles. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de parcours inspirant. Donc on contacte tout le monde, on essaie de contacter tout le monde et on voit ceux qui vont nous répondre, ceux qui vont pas nous répondre. Et on essaie aussi d'aller à la découverte de certaines personnes. Comme il y a pas longtemps, j'ai découvert une bassiste une bassiste femme, ouais. Parce que des fois on n'en voit pas assez, et qui faisait de la basse sur des reprises de zouk, de musique de Kofi, tout ça, et j'ai kiffé. Je dis, mais tu vois, c'est le genre de personnes qu'il faut mettre quelque part en lumière, et ainsi de suite. Donc il y a plein de personnes comme ça qu'on essaye de découvrir, parce que eux-mêmes des fois ils sont surpris quand je dis va être nominé pour une étoile. Je dis, comment je dis arrêtez d'être dans l'ombre. Il y a Cookie, qui est une choriste, qui fait pas mal de choses, qu'on voit dans pas mal d'émissions. J'ai dit, mais à chaque fois, on regarde le chanteur, mais on oublie ceux qui font derrière, qui font les chœurs, qui font les trucs, qui font un vrai travail. Et je dis, il y a eux qu'il faut mettre aussi en avant. Lumière. En fait, c'est le regard aussi de l'organisateur d'événements puisque tu remarques tout ça. Il faut mettre en avant les personnes de l'ombre qui agissent. Et c'est vrai que ça peut être frustrant aussi d'évoluer dans l'ombre et de se dire, moi aussi, j'aimerais bien qu'on parle de moi. Et c'est important de mettre en lumière ces petites mains, ou en tout cas toutes ces personnes qui contribuent à la réussite soit d'événements ou d'autres choses. C'est le regard de l'organisateur, en fait. Ça. Ouais. Non seulement c'est le regard de l'organisateur, et c'est ce que je dis aux gens, c'est qu'on avait monté aussi un autre projet qu'on est en train encore de développer, qui était Urban Génération, l'école est mon avenir. C'est pour dire à des gamins, vous n'allez pas tous devenir chanteurs ou rappeurs. Leur dire la vérité, mais on a besoin de vous derrière. Ouais. On a besoin d'un manager qui soit instruit. On a besoin que ce soit attaché de presse, pareil, qui ait fait une école de presse. On a besoin à tous ces étages-là. Les gens ne se rendent pas compte, pour développer que ce soit même un média, on a besoin de gens qui soient qualifiés et leur dire qu'il existe des métiers. Et des fois, tu peux être passionné, mais des fois, si la chanson, c'est pas fait pour toi, mais derrière, ce qui se passe derrière, ça peut être fait pour toi, et qu'ils puissent avoir connaissance de ce métier. Et parce que tu sais, t'as dû le vivre. Tu sais, quand t'arrives, tu veux dire, tu vas faire un truc, tes parents ils disent, mais non, ça c'est pas pour nous. Tu vois, je veux dire. Et non, tout est pour nous en vérité. Tu dis, arrête de rêver. Tu vois, je veux dire. Et toi, je pense qu'on a absolument. Je veux dire qu'on part sur des études, fais ceci, fais cela, tu vois. Or qu'il y a plein de métiers. Et je disais même, par exemple, on regarde des enfants qui font du sport. Des fois, les parents ne se rendent pas compte. Ils se disent, mais le sport, c'est rien. Ah si, mais il y a un cadre à donner. On va dire aux filles, non, toi, tu vas pas faire de sport. Tu vois, et il y a un cadre à imposer aux gens. Et il faut savoir, ce cadre, il y a des gens qui vont t'aider à améliorer ton activité et à pouvoir te développer en soi. Et se dire, il existe plein de métiers que vous aimez et qui en gros, c'est votre passion. Faites-en réellement votre métier en étant diplômé. Tu as accompagné des jeunes, tu as travaillé dans l'encadrement des jeunes, toi, non? Moi, aujourd'hui, on va dire plus ou moins, puisque moi, j'ai été artiste. Quand j'ai commencé, j'organisais des concerts pour des jeunes. Et souvent, j'interviens dans mon quartier quand il se passe quelque chose. Dans ma ville, ça se voit. J'essaye d'intervenir et donner toujours un élan positif à la chose. Et comme je dis toujours aux gens, c'est si on ne vous le donne pas, créez-le. Il faut créer. Et jusqu'aujourd'hui, je le dis encore, parce que j'ai eu des grands aussi, moi à l'époque, je les ai vus créer. Moi, quand j'étais dans le 93 à Bondy, il y avait un festival qui s'appelait « Il y a de la banlieue dans l'air ».
Ouais. Et j'aimais beaucoup ce festival parce qu'en fin de compte, ils essaient à chaque fois de réunir des artistes de tout horizon. Et je regardais les grands frères et j'avais 15 ans. Et je disais, c'est magnifique ce qu'ils font. Et je kiffais. Et bon, à l'époque, je chantais. Donc, ils m'invitaient, ils me programmaient. Et moi, je regardais comment ils s'organisaient, tous les grands là. Je disais, waouh! Et comme je dis, c'est des fois, on est en bas d'un quartier, en bas d'un hall. Et des fois, on partage des rêves. Et moi, je me suis dit, moi, un jour, je voudrais faire comme les grands là. Tu vois ce qu'ils font. Et moi aussi, je le ferai, si Dieu me permet. Je le ferai à ma petite échelle, mais voilà, j'essaierai de faire un truc où je mettrai des gens en valeur, faire des spectacles et je vois que les gens ils prennent du plaisir comme moi j'en ai pris dans ma jeunesse. T'es content du coup avec le recul? Ouais, franchement, je suis content parce que à partir du moment que tu donnes le sourire aux gens et que les gens derrière, il y en a qui vont te critiquer. Hein, on n'est pas à l'abri de tu veux dire, on n'est pas à l'abri de la critique, mais surtout il y a des gens qui disent ouais, c'est génial ce que tu fais et franchement c'est comme un photographe. J'en avais remis une étoile à un photographe, MCT Images. Ouais. Et qu'il était là, ça faisait des années qu'il me suivait. Et je dis, c'est vrai que toi, tu fais des photos à tout le monde, tu prends tout le monde en photo, mais personne dit que, tiens, il y a MCT, il mérite quand même d'être valorisé. Tiens, une étoile pour ce que tu fais. Et quand on lui a remis l'étoile, il était hyper content. J'ai dit, bah ouais, vous êtes... Quelque part, nous sommes tous des étoiles, mais arrêtons de voir toujours les personnes qu'on met en exposition. On oublie ceux qui font le travail. Et moi, c'est surtout ce regard-là. Et j'ai ce regard-là parce que je pense toujours, moi, à mes enfants. Comme je disais, je donne un exemple. Avant, nous, nos super-héros, c'était pas spécialement des super-héros qui nous ressemblaient. Mais quand j'ai vu, par exemple, Black Panthers, quand je vais avec mon fils, qui me demande la figurine de Black Panther, je suis content. Ça a réveillé beaucoup, hein. En tout cas, ça nous a fait du bien, Black Panther, en tout cas. Tu vois, je veux dire. Alors, il va nous rester 3 minutes. T'es dit, c'est vrai qu'on pourrait rester du temps comme ça à discuter, à parler de tout ça. C'est quoi, en fait, les infos que tu as envie de donner, ceux qui veulent venir samedi 31 mai, donc c'est ce samedi, 18h, 23h à la salle La Meurise à Trappes. C'est quoi les autres infos? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors, ça sera de dire, il y aura de bons artistes et on va dire de tous les domaines, de tous les horizons. Donc, franchement, il y aura vraiment beaucoup. Il y aura des artistes à découvrir et des artistes confirmés avec de grosses surprises sur les artistes. Qu'on peut pas. Je peux pas encore donner, mais il y a des grosses surprises au niveau des artistes. La programmation. Au niveau de la programmation, franchement, il y aura de belles surprises. Et surtout, en fin de compte, le fait de venir en prenant vos billets, va nous permettre de pouvoir réaliser ces actions que nous souhaitons faire, on va dire, au Congo et en Afrique, et de faire briller ces étoiles. Franchement, c'est de faire briller toutes ces étoiles. Et peu importe, on n'est pas là à avoir énormément, mais le peu que nous pouvons avoir sera important. Et donc, la venue des gens à notre événement est hyper importante. Donc, c'est le samedi 31 mai à la Meurise de Trappes. Donc, ouverture des portes à 18h et nous commencerons bien à 19h. La bataille, c'est ça aussi. Les gens la bataille, c'est de commencer à l'heure. Commencer à l'heure. Les salles municipales, il faut les rendre à l'heure aussi. Et voilà, t'as compris, les gens ils comprennent pas, et comme des fois l'artiste il veut chanter quand la salle est pleine, mais on va pas attendre que la salle soit pleine, donc commence à chanter, et voilà, donc on fait la promo. Justement, je pense que ça va te donner beaucoup de boulot cet événement, ça te donne aussi, je voulais peut-être que tu dises un mot sur l'équipe qui t'accompagne, parce que il y a ça aussi qui est important, les personnes qui croient en ta vision et qui sont derrière avec toi pour t'accompagner. Ouais, je remercie tous les membres de mon équipe, Lamine, Bakou, Yasmine, Mehdi, Ashta, BG Sécurité, Sirou. Voilà, et je les remercie parce que c'était pas évident de croire à un tel projet. Et aujourd'hui, ils m'accompagnent avec, j'irais limite avec fierté. Et après, peu importe les moyens, puisqu'ils ne sont pas là pour l'argent, puisque notre structure Frontman événementiel, c'est une structure associative. Ils sont là puisqu'ils partagent ta vision.
Voilà. Merci en tout cas, Teddy le Duc. On vous souhaite un bel événement. Les Étoiles de Congo et d'Afrique, 3e édition, concert caritatif à la salle La Meurie. Soyez-y nombreux samedi 31 mai ou parlez-en autour de vous. C'est de 18h à 23h. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Donc merci beaucoup d'être venu en parler sur Espace TV Europe. Je te remercie et encore bonne fête à toutes les femmes. Je salue pour ma femme et ma mère. Et à toi aussi, qui est maman, pour la fête des mères. Voilà. À très bientôt. Je te remercie. On se quitte en musique avant de se retrouver demain. Je compte sur vous dès 10h avec de nouveaux invités, de belles histoires inspirantes. On sera de retour demain. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam.